En 326 avant Jésus-Christ, Alexandre le Grand possède le plus grand empire que le monde ait jamais connu. Il n'a jamais perdu une bataille, pas une seule. En 10 ans, il a traversé 3 continents, renversé la Perse, conquis l'Égypte, atteint les portes de l'Inde. Ses généraux le croient invincible. Ses ennemis le croient divin. Il a 30 ans et il lui reste 3 ans à vivre. Ce que vous allez entendre, c'est pas l'histoire du conquérant. C'est l'histoire de ce qu'il est devenu après. Un homme qui a tout obtenu et qui s'est consumé de l'intérieur. Un génie militaire détruit par sa propre grandeur. Une descente que personne dans son entourage n'a pu arrêter. Parce que quand tu es Alexandre le Grand, personne n'ose te dire non. Jusqu'au jour où ses propres soldats l'ont fait. Nous sommes au bord de la rivière Iphaz, Inde du Nord. Été 326 avant JC, Alexandre veut aller plus loin. Il a toujours voulu aller plus loin. C'est sa nature, son moteur, peut être sa malédiction. Au-delà de cette rivière, selon ses informateurs, s'étendent encore des royaumes immenses. D'autres peuples à soumettre, d'autres victoires à inscrire dans l'histoire. Il convoque ses troupes, il prononce un discours, il leur demande de continuer. Silence. Ces soldats, les mêmes hommes qui ont traversé les déserts de Perse, escaladé les montagnes afghanes, survécu à des dizaines de batailles, refusent d'avancer. Ce moment précis est l'un des plus importants de l'Antiquité. Pas parce qu'il arrête la conquête, mais parce qu'il révèle quelque chose qu'Alexandre ne peut pas accepter. Il y a une limite, et cette limite, ce ne sont pas ses ennemis qui la lui imposent, ce sont ses propres hommes. Il se retire dans sa tente. Il n'en sort pas pendant 3 jours. Personne ne sait exactement ce qui se passe à l'intérieur, mais quand il ressort, quelque chose a changé. Alexandre ordonne le demi-tour. Officiellement, c'est parce que les dieux lui ont envoyé des présages défavorables. En réalité, tout le monde sait la vérité. Pour la première fois de sa vie, Alexandre le Grand a été vaincu. Pas par un roi ennemi, par ses propres soldats, par la réalité humaine qu'il avait toujours refusé de reconnaître. Il s'en remettra jamais vraiment. Le retour commence. Et Alexandre prend une décision que ses généraux ne comprennent pas. Au lieu de reprendre la route sûre vers l'ouest, il décide de traverser le désert de Gédrosie, le désert le plus inhospitalier de toute l'Asie. Une étendue de sable et de chaleur mortelle que presque aucune armée n'a jamais traversée. Pourquoi ? Les historiens débattent encore. Certains pensent qu'il voulait accomplir ce qu'aucun général avant lui n'avait réussi. Prouver quelque chose à ses hommes, à l'histoire, peut être à lui-même. D'autres pensent qu'il cherchait inconsciemment la punition, que la mutiny de l'Iphaz avait brisé quelque chose en lui et qu'il dirigeait son armée vers la souffrance comme un homme qui se flagelle. Nous ne le saurons jamais. Ce que nous savons, c'est le résultat. En 2 mois de traversée, Alexandre perd une partie considérable de son armée. Pas au combat, de soif, de faim, d'épuisement, des milliers de soldats morts dans le sable, des femmes, des enfants qui suivaient le camp. Les récits antiques parlent de scènes d'horreur, des hommes qui creusent le sol avec leurs mains pour trouver de l'eau, des chevaux abattus pour boire leur sang, des corps abandonnés à la chaleur. Alexandre survit. Il arrive à Persépolis épuisé, amaigri, transformé, mais au lieu de se reposer, il commence à regarder autour de lui, et ce qu'il voit ne lui plaît pas. Pendant son absence, certains de ses gouverneurs ont abusé de leur pouvoir. Des provinces entières ont été mal administrées, des trésors ont été détournés, des populations ont été opprimées. La réponse d'Alexandre est brutale. Il ordonne des exécutions. Des gouverneurs sont mis à mort. Des généraux sont jugés et condamnés. La purge s'étend, touche des hommes qui le servent depuis des années, des hommes qui ont combattu à ses côtés en Perse, en Inde, partout. Ses proches commencent à s'inquiéter. Le vieux Parménion, son général le plus expérimenté, avait déjà été exécuté quelques années plus tôt sur ses ordres. Cléto le Noir, qui lui avait sauvé la vie à la bataille du Granique, avait été tué par Alexandre lui-même dans un accès de rage éthylique lors d'un banquet. Alexandre boit de plus en plus. Ce n'est pas nouveau. Les Macédoniens boivent. C'est leur culture, leur rituel, leur façon de sceller les liens entre guerriers. Mais quelque chose a changé dans la façon dont Alexandre boit. Ce n'est plus la convivialité du chef avec ses hommes, c'est autre chose. Une fuite, une anesthésie. Les banquets durent des nuits entières. Les décisions prises en état d'ivresse se multiplient. Et autour de lui, ses généraux apprennent à se taire. Personne ne contredit Alexandre. Personne ne lui dit ce qu'il ne veut pas entendre. Parce que ceux qui l'ont fait sont morts. 324 avant JC Ecbatane, l'ancienne capitale des Mèdes, Héphaïstion tombe malade. Si vous ne connaissez pas ce nom, retenez-le. Parce que ce qui va suivre peut être la clé de tout. Héphaïstion est l'ami d'enfance d'Alexandre. Ils se connaissent depuis l'adolescence, depuis l'époque où Aristote leur enseignait la philosophie à tous les deux dans les jardins de Miesa. Ils ont grandi ensemble, combattu ensemble, vieilli ensemble, du moins autant qu'on peut vieillir
quand on conquiert le monde à 20 ans. Héphaïstion n'est pas seulement un général. Il est, selon toutes les sources antiques, la seule personne avec qui Alexandre peut être lui-même. Pas le conquérant, pas le dieu, juste Alexandre. Pendant qu'Héphaïstion est alité avec de la fièvre, Alexandre dirige les jeux organisés en son honneur. Il est à quelques kilomètres de là. Les médecins surveillent son ami, la fièvre progresse, et puis, en une semaine, Héphaïstion meurt. La réaction d'Alexandre dépasse tout ce que ses généraux ont jamais vu. Il reste prostré sur le corps de son ami pendant une journée entière, sans bouger. Il ordonne que la crinière de tous les chevaux de l'armée soit rasée en signe de deuil. Il fait crucifier le médecin qui n'a pas pu sauver Héphaïstion. Il ordonne que le feu sacré de Perse, la flamme, qui ne s'éteint jamais depuis des siècles, soit éteint. C'est un rite réservé à la mort des rois. Alexandre traite la mort de son ami comme la mort d'un roi. Il envoie des émissaires à l'oracle de Zeus Ammon pour demander si Héphaïstion peut être vénéré comme un dieu. Et puis il repart en campagne. Pas parce qu'il a un but stratégique, mais parce qu'il ne peut plus rester immobile avec sa douleur. Les derniers mois d'Alexandre ressemblent à un homme qui court pour ne pas penser. Il planifie des expéditions insensées, une circumnavigation de l'Arabie, une conquête de Carthage, peut être de Rome, des projets pharaoniques des temples, des cités, des canaux. L'ampleur des ambitions contraste avec quelque chose de plus sombre dans son comportement quotidien. Il boit tous les soirs, les banquets sont devenus des rituels d'excès. Ses généraux le suivent, inquiets mais silencieux. Début juin 323, avant J.C. Babylone. Alexandre assiste à un banquet chez un de ses amis. Il boit massivement, selon les sources, il boit toute la nuit. Le lendemain, il a de la fièvre, elle ne passe pas. Pendant 10 jours, ses généraux et ses médecins observent Alexandre se consumer. La fièvre monte, il perd la voix, on l'installe près d'un bassin pour essayer de le rafraîchir. Ses soldats demandent à le voir une dernière fois, certains pleurent. Alexandre, dit-on, les reconnaît encore. Il les regarde passer devant lui, incapable de parler, mais toujours là. Le 10 ou 11 juin 323 avant JC, à Babylone, Alexandre le Grand meurt. Il a 32 ans, voilà ce que l'histoire officielle retient rarement. On parle d'Alexandre le Conquérant, d'Alexandre le Stratège, d'Alexandre le Grand. On parle de Gaugamel, de Persépolis, de l'Indus. On parle de l'Empire, on parle de la légende, mais les 3 dernières années racontent une autre histoire. Un homme qui a atteint les limites du monde et qui ne savait pas quoi faire après. Un homme dont toute l'identité reposait sur l'expansion, le mouvement, la conquête, et qui s'est retrouvé face à un mur humain qu'aucune épée ne pouvait traverser. Ses propres hommes qui disaient « Non, plus loin, on va pas ». Un homme qui a perdu la seule personne qui le connaissait vraiment et qui s'est mis à courir encore plus vite pour ne pas s'arrêter. Et au bout de la course, Babylone, une chambre, une fièvre, 10 jours. Ce que nous laisse Alexandre, c'est pas seulement un empire, c'est une question. Est-ce qu'on peut être le plus grand de tous les temps et mourir vaincu par soi-même? L'histoire d'Alexandre dit oui. Et c'est peut être pour ça qu'elle nous fascine encore, 2300 ans plus tard.